Salut à tous et bienvenue dans le 3e épisode de Débat JA, notre podcast dédié à l'actualité de la JOCR. Pour débattre aujourd'hui, j'aurai à mes côtés Julien et Benoît, journalistes sportifs à Lyon Républicaine. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Ça va, merci. Salut, ça va, de retour de Niort, un petit peu cuit, mais bon, on y va. Il est quand même bien présent avec nous. Ils seront accompagnés de Renaud, supporter du club auxerrois. Renaud, bienvenue parmi nous, ça va bien ? Oui, ça va très bien, merci beaucoup pour l'accueil, c'est très gentil. Parfait, super. Au sommaire de ce nouveau numéro, un débat autour du thème suivant. Après le match de Niort, l'attaque de la JOCR est-elle sur la voie de la guérison ? Nous poursuivrons avec les tops et flops avant de terminer par un petit quiz dans lequel, pour rappel, notre journaliste Benoît n'a pas encore inscrit le moindre point. Mais pour commencer, voici 3 informations de la semaine ajaïste à retenir. La première est une info football féminin, puisque nous avons appris jeudi que la sélection chinoise a décidé de préparer son mondial à Auxerre. Elle s'entraînera sur les installations de l'AJA pour un stage d'1 semaine, du 25 au 31 mai. Pour rappel, la fédération chinoise avait visité les structures auxerroises en février dernier. La seconde est une première. À 17 ans, l'attaquant auxerrois Yanis Begraoui a connu face à Niort sa première titularisation en pro, après 7 entrées en jeu en Ligue 2 et une en Coupe de France cette saison. Benoît, un petit mot sur sa prestation, toi qui étais en tribune ? Yanis Begraoui, en plus, qui a fait sa première titularisation sur le côté droit. On l'attendait peut-être un peu plus en pointe. On sait que c'est un joueur redoutable dans la surface pour finir les actions. Bon, il s'est quand même montré. Il a eu des situations de but. Il a pas mal combiné avec Rémi Dugimon. Donc c'est une première, en tout cas, encourageante pour lui. Et 17 ans seulement, commencer en Ligue 2, c'est quand même costaud, faut le rappeler. Oui, une première intéressante donc pour Yanis Begraoui. Une petite dernière info pour la route, avec désormais 3 points d'avance sur le premier barragiste Nancy, qui a perdu 3-2 contre Brest. La JA entame une semaine charnière avec la réception de Sochaux, 17e à 2 points des Auxerrois vendredi, et celle du Havre mardi soir, vainqueur justement vendredi sur la pelouse de Sochaux, 3-1. Vous écoutez l'épisode 3 de Débat JA, le podcast de Lyon Républicaine consacré à l'actu du club ajaïste. Passons maintenant au moment tant attendu, le débat. Pour introduire notre question du jour, on va rappeler une petite stat. Avec ce nouveau 0-0 à Niort, la JA a conclu un 6e match consécutif de championnat sans marquer. Messieurs, la question du jour est donc la suivante. L'attaque auxerroise est-elle sur la voie de la guérison ? Rapidement du coup, une petite prise de température avec chacun d'entre vous. Benoît, quel est ton avis là-dessus ? En revenant de Niort, effectivement, je trouve qu'il y a du progrès et que la GIA est plus proche de marquer qu'elle ne l'était lors des matchs précédents et que ça va finir par venir. Renaud ? Moi, je corroborais les propos de Benoît. Oui, on est proche de marquer, mais on part de tellement loin depuis quelques matchs que ça reste quand même un match soporifique et je vois pas comment on peut trouver la solution en continuant à jouer de la sorte. Julien, pour terminer ? Oui, je suis un peu partagé, mais effectivement, il y a eu plus d'occasions, mais bon, malheureusement, je retiens, c'est un 6e match sans marquer, c'est vrai que ça commence à peser, et c'est-à-dire qu'en fait, finalement, que la JA ait des occasions où on n'en est pas, pour le moment, elle ne marque pas. Ouais, le constat est toujours là. Entrons maintenant dans le vif du sujet. En revenant sur le match de vendredi à Niort, conclu sur le score de 0-0, Cédric Dory, donc pour l'occasion, avait opté pour un changement de système de jeu, en passant en 4-2-3-1, à la place du 5-2-3 testé contre Metz le week-end dernier. Une animation offensive donc différente, traduite sur le terrain par plus d'occasions. Benoît, tu étais en tribune vendredi, qu'as-tu pensé de cette nouvelle animation ? Je trouve que ça a plutôt bien fonctionné. Voilà, le plan de jeu, il était clair. Cédric Dory, il avait dit qu'il s'adapterait aux circonstances au match pour cette fin de saison pour prendre des points, le plus de points à chaque fois. Et même si le 5-2-3 a bien marché contre Metz, il a pas hésité à changer, passer 4-2-3-1 parce que le but effectivement était d'être plus dangereux offensivement. Ça a été le cas. La GIA qui a tiré dès le coup d'envoi, qui a montré tout de suite son envie d'aller attaquer le but adverse et qui a tiré 16 fois au but dans ce match. Alors après seulement 5 tirs cadrés et 0 au fond. Donc c'est l'efficacité qui a fait défaut. En tout cas dans les intentions et dans la création d'occasions, ça avait rien à voir avec les 2 derniers matchs. Julien, par exemple, toi, ton avis ? Oui, je reconnais qu'effectivement il y a du mieux. Alors après, forcément, on est quand même bien obligé de prendre un peu en compte l'adversaire. Le dernier match c'était face à Metz. Là, qui est certainement ce qui se fait de mieux aujourd'hui en Ligue 2. Là, c'était face à Niort, peut-être ce qui se fait donc de moins bien actuellement en Ligue 2. Donc bon, c'est vrai que de ce côté-là, il y a une évolution en termes d'occasion
positive. Bon, en même temps, on n'en attendait pas forcément moins. Après, moi, ce que je retiens, c'est que, à l'exception de celle de Fomba, ou de l'occasion de Fomba, là, où il hérite du ballon dans la surface et il bute sur le gardien, ou le contre en fin de match de Mergi, il n'y a pas non plus d'énormes occasions. Je veux dire, c'est plus une domination constante de la GIA en termes de possession. Maintenant, ça a encore du mal, je trouve, moi, à se traduire par de réelles énormes situations dans la surface adverse. C'est poussif à l'approche du but. De ce côté-là, je sais pas si au final c'est la bonne formule, puisque j'ai pas moi trouvé, en tout cas, qu'à l'approche de la surface, il y avait plus de liens que dernièrement. Il y a eu beaucoup plus de situations parce qu'en fait la domination était plus grande dans l'entrejeu, dans la possession. Donc forcément, à force d'approcher du but, il y a 2-3 fois ça peut déboucher sur quelque chose. Il y a aussi une volonté, je pense, de plus frapper au but. Ça, c'est certainement une consigne qu'ils ont eue, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, voilà, il n'y a pas encore de superbe enchaînement entre les attaquants. Moi, j'ai trouvé encore une fois que Dugimon en pointe, il a essayé de se montrer, il a essayé de faire. Maintenant, c'est encore une fois difficile, mais maintenant, on l'a toujours dit, seul devant, c'est compliqué pour lui. Ok, donc du mieux, mais à relativiser tout de même, selon Julien. Renaud, toi, qu'as-tu pensé de cette nouvelle animation proposée par Cédric Dory et ses joueurs ? Honnêtement, c'est comme je disais tout à l'heure avant le débat, je pense qu'actuellement on joue les matchs pour pas les perdre. Donc on s'appuie sur notre force, la défense. Donc, je pense d'après Bein hier, ils nous ont dit qu'on était la 6e défense de Ligue 2, donc c'est un paradoxe vu notre classement. Mais du coup, donc on s'appuie là-dessus et puis après, on essaye sur 2-3 chances de balancer un long ballon, voir ce que ça fait. Donc on a la volonté de bien faire, parce qu'on essaie de relancer propre, entre guillemets, mais on fait tourner derrière, on essaie de faire bouger le bloc adverse, on essaie de créer le décalage, mais pour moi ça reste encore stérile. Il n'y a pas d'appel franc, dès lors qu'on déborde, il y a aucune présence dans la surface. Tous les corners offensifs que l'on a, hier on en a eu plus d'une dizaine. Il n'y en a aucun qui aboutit à une occasion. Et ça, c'est un problème qui est récurrent. Et on va en trouver la solution à ce problème-là, parce que sans marquer, on ne pourra pas gagner. Benoît, je te vois hocher la tête, notamment sur les coups de pied arrêtés, je crois. Je voulais rebondir là-dessus. C'est vrai que c'était le vrai point noir sur la prestation d'hier, c'est les coups de pied arrêtés qu'ont jamais amené le danger. Il n'y a même pas eu une reprise, sans même parler de marquer ou d'inquiéter le gardien, mais ils ont rarement été repris. Donc ça, vraiment, ça a pêché là-dessus. Après, je suis pas d'accord par contre au niveau de l'animation et du jeu. Autant souvent on a vu la GIA cette saison avoir une possession stérile, pas savoir quoi faire du ballon, pas créer un seul décalage, et dans ces cas-là on a l'impression qu'elle peut jouer des heures sans marquer. Autant hier, moi là je trouve qu'il se passait des choses dans les 30 derniers mètres et que la GIA se retrouvait quand même assez souvent en position dans la surface de pouvoir tenter sa chance dans de bonnes conditions. Ça a pu être le cas pour Fomba, pour Mancini, pour Filipotto. Voilà, il y a eu pas mal d'actions comme ça. Et voilà, je trouve que ça a plutôt bien combiné, surtout notamment avec l'entrée de Mancini dans la dernière demi-heure, qui a apporté beaucoup de liens justement, qui a joué avec ses partenaires dans les 30 derniers mètres. Il a cette qualité technique qui lui permet justement de faire tout de suite le bon contrôle et de se tourner dans le sens du jeu et vraiment de mettre le danger. Donc moi j'ai trouvé qu'il y avait du mieux dans ce domaine-là. Ok, donc pour débloquer un peu cette attaque, quelle solution vous voyez dès le match de vendredi contre Sochaux ? Julien, par exemple? C'est difficile à savoir, parce que déjà, je pense que forcément, Cédric Dory va continuer dans sa volonté de s'adapter à l'adversaire. Donc, je sais pas quel schéma il va prendre. Maintenant, moi, je pense que pour pouvoir, on va dire, débloquer cette attaque, alors bien sûr, il faudra avoir un peu de réussite, un peu d'efficacité, puisque sur les quelques occasions qu'il y a eu, quand même, il y aurait pu y avoir matière à débloquer le compteur. Je pense que ce serait plus simple s'il y avait des relations fortes. C'est ça, moi, je trouve, à ce moment-là de la saison, le problème de la GIA, mais ça, c'est pas le problème de Cédric Dory, il hérite d'un problème qui était sous l'ère Pablo Correa, c'est que la GIA à la 32e journée a pas de relation forte sur le terrain entre ses joueurs offensifs. Je veux dire, il n'y a pas une liaison qui l'emporte sur l'autre. On peut pas dire que Romain Filipotto et Rémi Dugimon sur le terrain ça fonctionne très très bien. On peut pas dire aujourd'hui dans le couloir droit qui est de la même manière. L'attaquant de pointe aujourd'hui, qu'importe qui joue autour, pour le moment on n'arrive pas vraiment à le trouver. Que ce soit d'ailleurs Dugimon
Gimont, que ce soit Yatara, il y en a eu d'autres dans la saison. En début de saison, il y a eu Mergi, il y a Ketkeo qui a joué un peu à ce poste-là. On n'a jamais trouvé, je trouve, le bon système qui permet d'avoir cette liaison avec la pointe. Or, c'est quand même, bien sûr, tout le monde est susceptible de marquer, hein, les ailiers, les milieux, ça, il y a pas de souci. Et d'ailleurs, c'est pour ça à Niort, c'est surtout ça, moi, que je trouve assez marquant, c'est que les occasions, elles viennent des ailiers, elles viennent limite aussi surtout des milieux. Je veux dire, mais par contre, pour ce qui est de l'attaquant de pointe, encore une fois, le bilan, il est, je trouve, insuffisant. Et alors, on joue avec une seule pointe, et en fait, il faudrait peut-être un joueur costaud de tête. La GIA l'a pas, donc elle fait avec, et malheureusement, les matchs s'enchaînent. Et de ce côté-là, je pense que moi, j'aimerais, mais là, c'est pas une solution. Je sais pas si c'est la solution, mais moi, j'aimerais, parce qu'on l'a pas beaucoup vu cette année, une attaque à 2 têtes, quoi. Renaud, tu partages ce point de vue sur peut-être un recours à une attaque à 2 joueurs? Moi, je suis totalement d'accord parce que je le dis depuis le début, que ce soit Yatara ou Digimon, pour moi, c'est plus des attaquants qui peuvent jouer à 2 parce que eux, ils aimantent les ballons, ils sont très bons dos au but. Ils ont une capacité à se retourner, mais par contre, il faut un élément qui gravite autour, qui prenne la profondeur. Donc peut-être que Begraoui peut le faire. Je me souviens, Yatara, quand il est arrivé, il aimantait les ballons, courtait, gravitait autour, et il les donnait. Digimon, il me semble qu'à Clermont, il joue aussi à 2 pointes. Donc, et il était performant dans ce registre-là. Aujourd'hui, je ne comprends pas, c'est comment on peut jouer à 1 pointe, et on a 2 attaquants dits 2 pointes à Auxerre, mais les 2 ont toujours joué, et ils sont meilleurs avec un système à 2 pointes. Et je pense qu'il y a un petit souci au niveau du recrutement, dans le schéma tactique qu'on leur a dit. Ou pour moi, voilà, tenter Begraoui qui tourne autour de Yatara ou du Gimont, un des 2, peu importe. Benoît, c'est cette complémentarité qui manque encore devant? Ouais, effectivement, la GIA, c'est sûr, c'est pas normal d'en être à la 32e journée et de chercher des complémentarités devant, comme le disait Julien. Mais pour le coup, je trouve qu'il y a des choses qui ont bien fonctionné hier. Moi, je trouve Rémi Dugimon, il a fait l'un de ses meilleurs matchs par rapport à ces derniers temps, où il était seul en pointe et il voyait les ballons passer au-dessus de sa tête. Et c'était du jeu direct qui le favorisait pas du tout. Là, c'était plus un jeu de mouvement dans les pieds entre les 4 offensifs. Et pour le coup, il a pu s'appuyer sur ses partenaires, être servi en ballon, et ça combinait mieux. À savoir que, voilà, je pense que c'est ce qui correspond, ce jeu de mouvement-là, le mieux, je pense, aux caractéristiques des Auxerrois, avec Philippe Otto, avec Mancini, avec Dugimon, parce qu'il n'y a pas de joueur capable de s'imposer physiquement sur du jeu direct, à part de temps en temps Mohamed Yatara qui arrive un peu à garder les ballons, mais c'est pas non plus sa plus grosse force. Il n'y a pas non plus de joueur de profondeur dans l'attaque auxerroise. Donc effectivement, on est plutôt sur du jeu combiné comme ça dans les pieds. Et là, pour le coup, ce qui a été mis en place hier soir, c'était plutôt cohérent. À voir si la GIA peut le reproduire dans toutes les situations et dans des scénarios différents, comme face à Sochaux, comme face au Havre lors des prochains matchs à domicile. Après, les physionomies de match sont pas tout le temps les mêmes, quoi. Donc, faut voir dans quel contexte ça peut s'adapter. L'une des choses, moi, je trouve intéressante à la rigueur, quand même, sur le système offensif à Niort, oui, c'est l'entrée de Mancini dans le cœur du jeu. Alors, c'est là où ça peut être compliqué et peut-être incompatible avec mon envie de voir une attaque à 2 pointes, parce que là, ça obligera à revoir un peu le système totalement. Et puisque aujourd'hui, il est inconcevable d'imaginer la GIA jouer sans ailier, puisqu'il y a Philippe Otto qui est indéboulonnable dans le couloir gauche, eh bien, forcément, c'est compliqué. Mais je reste convaincu que parmi tout ce qui a été testé cette saison, on peut pas dire que l'attaque à 2 pointes a été réellement beaucoup testée. Ça a été, on va dire, au milieu de l'automne, dans une période qui était très délicate. Donc, bon, on peut pas vraiment juger de la réussite du 4-4-2 à Auxerre sur cette période-là, puisque à cette période-là, rien ne fonctionnait. Donc, c'est pas plus le 4-4-2 que d'autres systèmes. Donc, moi, je reste convaincu que j'aimerais voir, voilà, une association de 2 joueurs. Yatara Dugimon, peut-être si c'est compliqué de voir un autre. Là, ils ont lancé Begraoui, peut-être Begraoui plus dans son rôle à lui. Mais j'aimerais au moins voir ce que ça peut donner. Maintenant, encore une fois, la solution, elle va dépendre aussi de comment Céric Dory veut contrer le Sochaux, puisque là, on parle du match de Sochaux, puisque, encore une fois, la GIA en ce moment fait le choix de s'adapter à l'adversaire. C'est un choix qui est compréhensible, mais donc qui forcément va dépendre du système des Sochaliens. Pour conclure, peut-être Renaud, ton avis sur la rentrée par exemple de Mancini au poste de numéro 10, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je trouve qu'il a apporté plus de percussion. Il a, depuis lorsqu'il est rentré, on s'est beaucoup plus projeté vers l'avant, on a eu beaucoup plus d'occasions. Il a créé justement ce petit lien qui nous manquait
Bon, je parle pas de la première mi-temps parce qu'elle était inexistante. Je sais même pas s'il y a une première mi-temps d'ailleurs. Mais Ferré, voilà, j'adore ce joueur. Il y a pas de souci, et il est bon. Alors, il nous apporte cette petite touche technique, tactique. Il est vicieux lorsqu'il faut l'être. Hier, il a pas été bon. Il était inexistant hier, et je trouve que Dory a bien fait de le sortir aussitôt dans le match à la 60e, il me semble. 58. Ouais, voilà. Donc, je pense qu'il a bien fait. Et justement, on a vu un autre visage de la GIA. Et on a su se procurer des occasions avec Mancini en 10. Rapidement, Benoît, pour finir. Ouais, un petit mot aussi, dire aussi qu'il y a un facteur confiance aussi qui rentre en ligne de compte, parce qu'il y a des vraies opportunités hier, des joueurs qui arrivent soit face aux gardiens comme Yanis Mergi, soit qui sont pas attaqués, qui ont du champ devant eux et qui peuvent faire mieux. Et souvent il y a un peu de précipitation à frapper, un petit peu de peur sur quel geste faire, et ça, voilà, c'est un manque de spontanéité et de confiance voilà, qui est lié à la situation de la GIA. Forcément, quand on marque pas depuis longtemps, qu'on est à jouer le maintien, bah, ça manque un petit peu de spontanéité offensive. Et voilà, ça, je pense que c'est un travail aussi de toute la semaine, d'essayer de booster un petit peu ces attaquants pour retrouver le chemin du but. Et en espérant qu'ils retrouvent rapidement le chemin des filets. Merci messieurs pour ce riche débat. Dans quelques instants, le quiz, mais tout de suite, c'est l'heure des tops et flops. Renaud, tu es notre supporter, donc à toi l'honneur. Est-ce que tu peux me donner ton top du week-end ajaïste ? Moi, le top, je le dis sur ce match-là, c'est le petit Loïc Goujon, parce qu'il joue pas à son poste, et je trouve qu'il a fait une super belle partie hier. Il s'est projeté vers l'avant, défensivement, il a su répondre lorsqu'il fallait, il a su tacler, il a su mettre de l'impact physique, il a su ressortir les ballons propres. Et pour moi, c'est voilà, pour un joueur qui joue pas à son poste, il l'a très bien tenu. Donc moi, je le mettrai en top. À l'inverse, qui t'a le plus déçu ? Ça me fait mal de dire ça, mais puis on peut pas le juger parce qu'il a joué que 60 minutes. Mais oui, c'est vrai que Ferré, je trouve qu'il a perdu beaucoup de ballons et il n'avait pas la patte qu'il met et l'impact qu'il met sur le jeu au Serrois à chaque fois qu'il était présent sur la pelouse. On enchaîne avec Benoît. Je vais mettre en top, je vais mettre l'entrée de Daniel Mancini en numéro 10. Voilà, on l'avait pas vu encore cette saison, il était cantonné à l'aile droite, et de se retrouver dans le cœur du jeu, il a vraiment su trouver ses partenaires et mettre du rythme, du dynamisme dans les 30 derniers mètres, donc c'était assez intéressant cette nouveauté. Et puis en flop, je vais mettre pas dire que la GIA aurait dû avoir un penalty, ça c'est voilà, c'est l'arbitre a jugé qu'il n'y avait pas penalty sur une main de Louisère, mais c'est juste le fait on sait plus où on en est maintenant au niveau de ses mains dans la surface. D'un match à un autre, une main où le joueur fait tout pour l'éviter, il va être sanctionné. Une main grossière ne va pas être sifflée. Ça demande à être uniformisé, et voilà, c'est un petit peu un problème. Et hier, ça a potentiellement coûté un penalty à la GIA au quart d'heure de jeu. Ok, Julien, pour finir, un top, un flop. Un top, ça va être la doublette Touré-Fomba dans l'entrejeu. Moi, je trouve que ça fait du bien de revoir Birama Touré. Moi, personnellement, en tout cas, c'est un joueur qui me manquait, et je trouve que il peut apporter quelque chose, et il le montre depuis son retour. Et son association avec Fomba, c'est deux joueurs qui s'entendent très bien hors du terrain aussi, et ça se ressent, je trouve, sur le terrain. Lamine Fomba, il avait fait un super début de saison. Il a ensuite un peu eu des difficultés. Là, il revient bien. Moi, j'ai trouvé son match intéressant. C'est dommage qu'il rate cette occasion, parce que ça aurait donné encore plus d'ampleur à sa prestation. Le flop, à l'inverse, alors c'est un peu paradoxal, parce que je pardonne entre guillemets Fomba de rater, mais bon, le flop pour moi c'est Mergi. C'est pas vraiment lui, mais c'est quand vous êtes dans cette situation, vous n'avez pas beaucoup de temps de jeu, forcément quand vous entrez, vous avez la possibilité d'inverser totalement le cours d'un match et de votre propre saison, aussi bien du club que la sienne, puisqu'à mon avis il aurait mis cette action qui est énorme, hein, encore une fois là quand même, c'est un joueur qui a quand même montré par le passé, l'an passé dans le championnat qu'il avait ce sens du but, donc là quand même c'est une énorme occasion qui vendange à 10 minutes de la fin, et c'est vrai que quand ça prend beaucoup plus d'ampleur dans la situation qu'est aujourd'hui la GIA, et c'est dommage pour lui, pour le club, pour tout le monde sur ce coup-là. Ok, merci pour ces top et flop. Le podcast touche à sa fin, mais avant de nous quitter, place au quiz du jour. Messieurs, à vos buzzers. Le recoucou de Benoît, toujours présent. Première question. On va commencer par une petite devinette. Je vais vous demander de retrouver qui a posté le tweet suivant. Messieurs, vous êtes prêts ? Toujours. Alors,
Heureux d'être nominé pour le trophée UNFP du joueur du mois de Dominos League 2. Aïe. Ah, j'ai eu le recoucou, mais Renaud a dit la bonne réponse avant. Un point pour Renaud. On passe à la question suivante. Donc je sais vous aimez ça. Vous allez maintenant devoir me donner le nombre de buts inscrits par un ancien buteur de la JOCR. Après Djibril Cissé le week-end dernier, place cette fois au Polonais Yelen, qui fêtait mardi ses 38 ans. Messieurs, à vous, combien de buts, toutes compétitions confondues, a-t-il inscrit avec la JOCR de 2006 à 2011 ? 2006-2011, 5 ans, 60 buts. Pour Renaud, J'ai un 48. votre Benoît. J'ai compté 54. Écoutez, j'ai pas de tout pile cette fois, mais j'ai Julien qui était vraiment très proche. Tu as dit 60 buts, c'est ça ? 60, ouais. Il en a inscrit 59. Ah, je dois en Donc, ajouter un en match ouais. amical. Ouais, je ça. Écoutez, donc faisons un point au niveau des scores. Donc Renaud un point, Julien un point. Et Et il y en a un, c'est toujours tout simple. Hein. Allez, je vous propose une dernière petite devinette. Alors, il vous faudra reconnaître ce joueur en fonction des partenaires avec qui il a évolué. Allons-y. Allez, donc là, il vous faudra être le plus rapide. J'ai donc joué avec Romain Philippotto, avec Zachary Boucher, ou encore avec Sébastien Allaire, Alma Mitouré. Indica. Eh oui. Bravo, Parce que Philippe Otto a l'air, c'est forcément ailleurs que la GIA pour aller. bravo Julien, c'est Evan Endika. Merci. Tu remportes le deuxième point et par conséquent ce quiz. Félicitations. Mes parents vont être tellement fiers. Bon Benoît, c'est bien compliqué. Ouais, j'ai été pris de quelques dixièmes de seconde sur la réponse de Florian Hayé et ça me fait mal. Le compteur reste bloqué. Une saison, ça se joue à pas grand-chose. Comme l'attaque de la GIA pour l'instant, 3 matchs et pas un but. Mais écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Le troisième épisode de notre débat JA est terminé. Merci à tous donc de nous avoir suivis et n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. On vous donne rendez-vous le week-end prochain pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Merci. À bientôt.